encore une fois, qu'un appareillage auditif, quel qu'il soit, c'est quelque chose qu'on met du matin au soir. Ensuite, bon, bien sûr, on a un rôle de conseil, on va aller très vite là-dessus. Ce rôle de conseil, il est maintenant basé sur des envies du patient qui sont un petit peu différentes de l'époque. À l'époque, le patient ne savait pas vers quoi il allait, il ne savait pas ce que c'était qu'un appareil. Aujourd'hui, les patients ont des envies esthétiques, des envies technologiques, c'est-à-dire qu'ils se sont renseignés, ils arrivent en me demandant combien mon appareil a de canaux, est-ce que mon appareil me permet de communiquer avec mon iPhone. Et puis, malheureusement, il y a beaucoup de publicité, ce qui me fait toujours un petit peu râler, parce que comme par hasard, la publicité, c'est toujours pour des tout petits appareils invisibles et jamais pour des gros. Donc après, ils sont déçus quand moi je leur dis que l'appareil, pour eux, ne pourra pas forcément être totalement invisible. Mais bon, c'est la moindre des choses, il faut tenir compte de leurs envies aussi, mais il faut les lier à leurs capacités. Et leurs capacités, c'est leurs limites liées à l'âge, à leur manipulation, à leur capacité mnésique. Tout ça peut limiter l'utilisation de l'appareil qu'ils souhaitent. Et puis, je dois, moi, leur rendre prioritairement leurs besoins en termes d'efficacité, de gain social et de préservation. Et donc, c'est un petit peu le compromis entre ces trois choses-là. Plus je vais me diriger vers mon petit losange vert en bas à gauche, plus je suis content. Plus je vais remonter vers le bleu, moins je suis content. Mais les trois doivent rentrer en compte et c'est l'anamnèse, l'interrogatoire et toutes mes mesures qui vont me permettre de me relier au meilleur compromis. Mais c'est toujours un compromis, l'appareillage. Donc, on a vu le mode d'appareillage et le choix des appareils. La méthodologie, ça sont nos petits systèmes de réglage, mais on ne va pas vous donner un cours sur la façon de régler les appareils. On a bien sûr des outils de réglage qui sont performants maintenant. C'est l'adaptation. Et cette adaptation, on va garder des fondamentaux. Et ces fondamentaux, encore une fois, ce sont des compromis. Le premier compromis, on en a parlé tout à l'heure sur cette histoire de dôme et d'embout, c'est l'occlusion contre l'amplification. C'est le fait que tant que mon oreille n'est pas un petit peu fermée, je ne peux pas donner toute l'amplification nécessaire. Donc globalement, s'il faut garder quelque chose en tête, c'est que plus la perte est importante, plus l'oreille doit être fermée. Ensuite, c'est une notion d'efficacité contre le confort. Moi, mon travail, c'est de mettre la personne vers le plus d'efficacité possible, tout en lui laissant un appareil confortable. C'est-à-dire que si je lui mets un appareil ultra performant, mais qu'elle n'arrive pas à porter toute la journée, parce que dès qu'il y aura trop de bruit, elle l'enlèvera, c'est pas bon. Donc le confort doit être primaire, l'efficacité arrive après. Pour autant, on ne reste pas dans le confort lénifiant et on essaie de les pousser un petit peu, réglage après réglage, vers l'efficacité. C'est-à-dire qu'on est comme une rééducation, comme un kiné qui va mettre des poids de plus en plus lourds pour rééduquer un muscle. Et puis, cette notion d'esthétique contre la performance, on a aujourd'hui la chance d'avoir des appareils qui sont souvent à la fois très esthétiques et très performants, et de temps en temps, sur des oreilles particulières, sur des gens qui n'ont pas de cheveux du tout pour cacher, on va être obligé de leur expliquer que s'ils veulent une vraie performance, l'appareil se verra un petit peu plus. Et on va tourner autour de ces trois compromis pour donner le meilleur appareillage possible. Alors, parmi les outils qu'on a, il y en a un que je cite toujours, mais très rapidement, qui est très important, qui est ce qu'on appelle chez nous les mesures in vivo. La mesure in vivo, c'est quoi ? C'est cette petite sonde que vous voyez en bas. Globalement, je fais quoi ? Je mets un petit tube sur le tympan, ou on va dire à proximité du tympan, très près, qui va en fait me mesurer l'acoustique exacte de ce que mon appareil envoie. C'est-à-dire que je vérifie ce qui a marqué sur mon ordinateur en termes de réalité. Et en tenant compte de la forme du conduit auditif, de la taille du conduit auditif, qui nous change un petit peu ces données. C'est ce qu'on appelle le gain naturel de l'oreille. Donc, vous voyez, on a un haut-parleur qui va envoyer des sons et on va mesurer exactement ce qui se passe. Et on va mesurer d'abord la façon dont le conduit auditif transforme le son. Vous savez que tous nos conduits auditifs ont une courbe d'amplification. L'oreille, c'est une caverne. Le pavillon a un gain étymologique et ainsi de suite. Et on va mesurer quel est le gain naturel de l'oreille pour en tenir compte dans nos réglages. Et pourquoi c'est important ? Parce que sinon, on a affaire à une mesure statistique qui est basée toujours sur une oreille normale, avec un tympan normal. Voilà typiquement à quoi ça ressemble. C'est cette courbe d'amplification, c'est le gain étymologique et le gain du conduit auditif pour une otoscopie que vous voyez là. Mais si j'ai ça, vous voyez que la courbe devient radicalement différente. Or, mon logiciel informatique, lui, il ne sait pas que j'ai des ostéomes, donc lui, il va me rendre ça. Et donc, je me retrouve avec une suramplification sur certaines fréquences, une sous-amplification sur d'autres, qui va pénaliser la réussite de mon appareillage. Je vous passe
les problèmes mécaniques naturellement que ce type d'oreille peut me poser en termes de moulage, en termes de positionnement de l'appareil et en termes de douleur potentielle sur les exostoses. La dernière étape, c'est que ça n'est pas une fois que le patient a acheté ses appareils que le travail est terminé. C'est là où le travail commence. Et donc, on va suivre le patient dans le temps, en général 3 fois par an la plupart du temps, pour échelonner les réglages, continuer les tests vocaux pour voir leur progression et vérifier l'efficacité de l'appareillage sur long terme. On a eu un test en temps réel l'année dernière, c'est que l'année 2020 qui a été très compliquée en termes de rendez-vous à cause du déconfinement, à cause des gens qui ne sont pas rentrés à Paris, on a des appareils qui sont restés sans être vus pendant parfois un an, et en un an, on voit une dégradation, on voit des fois une rupture de la motivation, parce que comme l'appareil était encrassé, abîmé, moins efficace, les gens n'étaient pas bien. Alors les gens qui ont des pertes importantes se sentaient tellement mal qu'ils ont trouvé un moyen de consulter, mais ceux qui avaient des pertes modérées, qui vivaient à la campagne, qui n'avaient plus les contraintes professionnelles, qui étaient en télétravail dans leur maison de campagne, ils ont laissé l'audition partir un petit peu. Et maintenant, on est en train de récupérer un petit peu ça en refaisant une petite rééducation. Donc, il est très important de continuer à suivre un patient sur le long terme, sur les années d'appareillage. C'est pendant ces examens de suivi, on va travailler sur les analyses de confusion phonétique pour les améliorer petit à petit. On en a vu une tout à l'heure avec le Fuss-Usher. On va travailler sur les réglages pour réaméliorer ça. Donc, on va travailler sur des points de plus en plus précis. On va travailler sur la compréhension dans le bruit. On peut travailler aussi sur les voisements, pour notamment les pertes les plus importantes. Vous savez que ce trait de voisement, il est très important, notamment pour les surdité profondes, parce que c'est souvent le seul trait qui est encore perceptible pour les patients pour discerner les consonnes sourdes des consonnes sonores. Ce trait de voisement, c'est la petite ligne grise que vous voyez tout en bas sur l'image du haut. Et donc, globalement, elle correspond au fondamental laryngé. Si je mets trop de basses sur un patient, il va me confondre ses P en B, pour vulgariser. Si je n'en mets pas assez, à l'inverse, il transforme ses B en P. Donc, on va travailler sur ce type de confusion pour les améliorer dans le temps et continuer toujours à les maintenir dans une efficacité. Et c'est ça le trait de voisement. C'est un trait phonétique parmi d'autres. On pourrait faire pareil, un cours de phonétique entier. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis, on a les cas particuliers. Tout ça, tout ce que je vous ai donné, sont des termes, des pratiques logiques qui sont tout à fait valides pour à peu près tous les appareillages, mais il y en a qui ont des vrais cas particuliers, notamment ce qu'on appelle le système cross et bicross, un système très particulier qu'on appelle le tricross, dont je vais parler un peu. L'acouphène, même chose, ça pourrait être un cours de 4 heures uniquement sur l'acouphène. C'est un appareillage très très particulier et très important, parce qu'on a des patients qui sont réellement dans des états de stress et d'anxiété très importants. Idem pour les appaillages sur des patients vertigineux, notamment sur les hydrops et les ménières. Et puis un champ qui est un petit peu plus récent, qui est l'appareillage bimodal, c'est-à-dire ces patients qu'on a implantés avec des surdités très importantes, qui ont bénéficié d'un implant cochléaire d'un côté, mais qui continuent à avoir un appareil auditif, un contour d'oreille conventionnel de l'autre. Et il faut s'assurer que les deux communiquent, notamment en termes d'accessoires, de téléphone et d'activation bimodale. Donc tout ça sont des cas particuliers et qui vont changer un petit peu le diagnostic. Et les modes d'appareillage, par exemple, on reprend un audiogramme où je vais de nouveau vous demander un petit peu votre avis. Comme tout à l'heure, la différence entre cet audiogramme et celui de tout à l'heure, sur le plan tonal, il n'est pas très différent, mais sur le plan vocal, vous voyez qu'on a une vocale qui est très dégradée. Et de nouveau ici, qu'est-ce que vous prescrivez à un patient comme ça? On a plein d'options. On peut appareiller un seul côté, on peut appareiller la droite, on peut appareiller la gauche, on peut appareiller les deux côtés, on peut appareiller en cross, en bicross, voire en tricross pour ceux dont le terme est familier. Je reviendrai dessus après pour les autres. Donc en quelques secondes, est-ce que vous avez, là tout de suite, est-ce que pour vous, vous avez un diagnostic immédiat et une prescription immédiate à envoyer à l'audioprothésiste avec lequel vous allez travailler? Je laisse encore quelques secondes.
Donc cross-bicross en proposition. Alors, cross par définition, non. Bicross, oui. La différence entre le cross et le bicross, pour rappel, c'est le système est le même dans le sens où on va transférer les informations on ne corrige pas l'oreille droite, on va transférer les informations venant à droite vers l'oreille gauche. Pour autant, l'oreille gauche a une perte qui n'est pas négligeable, loin de là, donc il faut la corriger aussi. À partir du moment où vous corrigez la bonne oreille, ça devient un bicross. Ça fait partie de l'ensemble des systèmes cross, mais le terme exact, c'est bicross. Et donc, de nouveau, personne ne va appareiller l'oreille droite. Sur le principe, je ne peux pas vous en vouloir parce que vous avez raison. La vocale, elle est touchée. Et pourtant, de nouveau, il faut se poser des questions. Ça va dépendre à quelle surdité vous avez affaire. Si c'est quelque chose qui est récent, surdité brusque qui a quelques mois, et qu'on appareille pour la première fois, de nouveau, vous avez un patient qui arrive désespéré d'avoir perdu une oreille, et si vous lui dites on ne peut rien faire, c'est l'oreille gauche qu'il faut appareiller, lui, il se rendait probablement même pas compte de la perte à gauche avant. Sinon, il l'aurait fait appareiller auparavant. Bien sûr que je vais arriver sur un bicross. C'est une quasi-évidence. Mais je vais commencer souvent par faire un premier essai d'une semaine, 15 jours. Je vais lui mettre un appareil à droite parce que je vais lui démontrer que l'appareillage à droite, non seulement n'est pas efficace, mais souvent peut être délétère. C'est-à-dire que va le gêner plutôt qu'autre chose parce que je vais lui donner un son brouillé, un son déformé. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Et même s'il est absolument certain que cet appareillage à droite ne lui donnera pas d'efficacité vocale, chez certains patients, le fait de leur redonner un équilibre tonal et d'agir sur un éventuel acouphène grâce à l'appareillage fréquent sur ces surdités brusques va dire qu'ils vont refuser d'enlever l'appareil de ce côté. Ils disent bien sûr, je sens que ça ne m'aide pas sur le plan conversationnel, mais dès que je l'enlève, mon acouphène remonte et je me sens moins bien. Et donc ça, c'est une raison de conserver un appareillage sur une audition très dégradée. Pour autant, il va falloir prendre des précautions. C'est que mettre un appareil sur cette oreille droite très dégradée, ça veut dire que vous êtes à la merci d'une nouvelle dégradation. Il est tout à fait possible que ce que ressent le patient aujourd'hui, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, il ne le ressente plus. Et vous aurez vendu un appareil. Donc il va être très important que si on décide de faire une première période en appareillant sur cette oreille droite, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il faut prévoir un appareil capable d'être basculé à gauche et de se transformer en appareil bicross, pour que le patient n'ait pas à racheter un appareil, puisque je vous rappelle que quand il achète un appareil, il est bloqué au niveau du remboursement sur la même oreille pendant 4 ans. Et puis, si au bout de 3 mois, 4 mois, il dit je suis bien avec cette oreille, bien sûr qu'on va appareiller l'oreille gauche en plus et on va faire un appareillage binaural en le prévenant tout de même qu'il y a de grandes chances qu'un jour, cet appareil droit soit moins efficace au vu de la destruction de l'oreille. Mais si on ne fait pas cette première période, chez beaucoup de patients, ils seront toujours dans l'absence du deuil de cette oreille et vous allez avoir des réflexions quand vous allez mettre votre bicross en disant oui, vous savez, j'entends toujours pas à droite. Je dis mais je vous ai expliqué que le bicross ne vous permet pas d'entendre à droite. On compense, c'est la gauche qui entend mieux. Oui, mais moi c'est à droite que j'entends pas. C'est les deux sur lesquels vous n'entendez pas. La droite est pire. Et malheureusement, elle est tellement dégradée que je ne peux pas l'appareiller. Mais ça, c'est un discours qui sera infiniment plus viable si le patient a testé avant et qu'on lui a démontré. Bien sûr, quand il reste encore un petit peu de vocale, si la vocale est totalement à zéro, on n'essaye même pas. Mais c'est une méthode qui est pas mal. Alors, on pourrait partir sur un binaural direct, si ce n'est que par contre, si vous avez un échec, vous vous retrouvez à avoir vendu un appareil à votre patient dont il n'a pas d'utilité, ce qu'on n'aime pas trop. Mais à terme, il y a effectivement de grandes chances qu'on passe sur un appareillage bicross, c'est-à-dire l'appareil actif sur l'oreille gauche et un module cross à droite. Alors n'oublions pas que la France est un pays magnifique, où si vous avez 50% de perte, vous avez une prise en charge de votre appareil. Si vous avez 100% de perte, le module cross n'est pas pris en charge ni par la CPM, ni par les mutuelles. Donc c'est entièrement à la charge du patient. Donc il faut en tenir compte aussi, c'est que ça fait un tarif, un module cross généralement, c'est aux alentours de 500 € à peu près. C'est moins cher qu'un appareil classique, mais entièrement à charge pour le patient, sans rien. Et l'appareil gauche, lui, est un appareil de classe 2. Il n'y a pas d'appareil de classe 5 compatible cross, c'est forcément une classe 2 qui va passer dessus. Et puis il y a cette notion de tricross. Tricross, c'est une dénomination récente qui n'existe que sur quelques appareils.
Un tricross, c'est qu'on va mettre 2 appareils auditifs, mais sur l'appareil droit, l'appareil va avoir la capacité à la fois d'amplifier, donc d'agir comme un appareil conventionnel, donc d'agir sur l'acouphène, d'agir sur l'équilibre, tout en utilisant une voie de communication vers l'autre appareil pour transférer les données vocales vers l'oreille gauche. Donc ça fait en quelque sorte les deux en même temps, à la fois un appareil et un cross, d'où le terme de tricross. Alors dans ce cas, vous allez me dire pourquoi on ne met pas ça systématiquement? Parce que malheureusement, ce serait trop beau. Ces systèmes-là utilisent, pour faire le transfert du cross, une liaison qui normalement est là pour la boucle magnétique pour le téléphone et dont la qualité est très inférieure au système cross dédié en qualité. Donc, on ne fera ce tricross que si vraiment on n'a pas le choix, qu'on a des patients qui vraiment ont besoin de ce transfert droite-gauche, tout en ayant besoin d'une amplification pour compenser un acouphène, ce qui reste la raison primaire. Hein. Quand vous avez un patient qui a un acouphène avec un THI, c'est-à-dire un questionnaire de handicap lourd, et que vous lui diminuez son acouphène, vous ne lui ferez jamais retirer l'appareil. Pour lui, c'est la base. Hein. Vous lui enlevez son acouphène, vous lui diminuez son acouphène, c'est tout ce qu'il demandait. L'audition, elle passe au deuxième plan. On va s'occuper de l'audition aussi, bien sûr, mais lui, il est déjà très content qu'on ait diminué son acouphène. Alors, bien sûr, il y a des indications plus faciles. Là, vous êtes typiquement sur une indication de cross, même si on pourrait très bien se dire que puisqu'on a les appareils, on peut en profiter pour corriger un tout petit peu la micro-perte sur les aigus à droite, et il y a beaucoup d'appareils qui le font automatiquement. Mais là, on n'a pas de vocale, on a une subcophose gauche, donc il n'y a pas de discussion, c'est un cross. Alors, les cross purs ont quand même des taux d'échec plus importants que les bicross, hein, parce que là, on ne travaille vraiment que sur de la compensation. On va travailler sur des vocales dans le bruit pour démontrer, on travaille sur une diminution de la fatigue, et c'est très particulier, hein, ces appareillages cross. On a des gens qui viennent vous dire, ça me change la vie, je ne peux pas l'enlever, des gens qui me disent, je ne sens absolument pas la différence. Il semblerait qu'il y ait un lien entre l'ancienneté de la perte et l'efficacité, c'est-à-dire que plus la perte est ancienne et moins le cross est efficace, mais même ça, ça n'a pas été démontré. Et puis, des moments où la pluridisciplinarité est très importante, ça je la montre toujours, c'est un patient qui a une oreille droite, qui a eu anciennement une chirurgie sur un collet, mais où le temps fonctionnel n'avait pas tenu, mais où le chirurgien estime qu'une opération est licite pour refermer un petit peu le RIN. Et par contre, où le patient est prévenu que même cette fermeture du RIN, même si on ferme le RIN parfaitement, ça n'empêchera pas l'appareillage. Sauf que pour moi, appareiller un patient qui va avoir la même perte à droite et à gauche et un patient sur lequel je suis obligé d'absorber 40 décibels de RIN, sur le plan fonctionnel, ça n'est pas du tout la même chose, ni en termes d'appareillage. Je vais avoir un appareil avec les mêmes caractéristiques, donc une meilleure communication, et la communication dans le bruit sera très améliorée, et c'est ce qui s'est passé pour ce patient. Donc typiquement, c'est un patient qu'on a appareillé après une chirurgie visant à fermer le RIN pour améliorer les capacités d'appareillage, avec l'accord du patient, à qui le choix a été donné, bien sûr. Et ça s'est fait avec beaucoup de discussions entre le chirurgien et l'audioprothésiste, bien sûr. Donc, pour conclure, avant de passer sur les implants osseux, qu'est-ce qu'on va retenir de ça? D'abord, toujours se rappeler que des performances auditives s'améliorent avec le temps de port de l'appareillage. Donc, toujours rappeler un patient qui vous dit pour l'instant, je n'entends pas très bien, ça fait combien de temps que vous l'avez? 15 jours, j'ai là. Laissez un peu de temps. Par contre, si dans 6 mois, vous trouvez que c'est toujours pas bien, vous revenez me voir. Que la dégradation de la fonction auditive, notamment de l'intelligibilité, est considérablement ralentie par le port des appareils, et que donc il faut une prise en charge précoce et idéalement ne pas attendre l'évolution de la gêne sociale. On n'y est pas encore. Hein. Pour l'instant, la gêne reste le premier indice, que l'appareillage binaural stéréophonique doit être systématique, qu'il faut une période d'essai suffisante, et elle doit être minimum d'1 mois maintenant de façon légale, ça c'est une bonne loi, c'est une bonne chose, et qu'il faut ensuite maintenant travailler de façon pluridisciplinaire et régulièrement pour de nombreux patients, on a une communication ORL, audioprothésiste, orthophoniste, psychologue, médecin traitant, sur les cas les plus difficiles qui se mettent en place. Communication qui existe déjà de façon très active chez l'enfant et le tout petit, mais qui chez l'adulte n'est pas encore évidente. Mais moi, j'ai énormément de mes patients presbyacousiques qui bénéficient aujourd'hui d'une rééducation orthophonique qui améliore considérablement les performances de l'appareillage. Se souvenir qu'un presbyacousique ou un malentendant n'est pas identique à un autre, même si son audiométrie tonale
est exactement la même, et que la technologie qui progresse améliore considérablement la qualité des appareils, mais que si on ne respecte pas les fondamentaux des process de réhabilitation, la rééducation, le fait d'avoir un micro, un embout et non pas seulement un petit dôme ouvert, le fait d'expliquer aux patients, eh ben on se plantera de la même façon avec un appareil de 2020 qu'avec un appareil de 2010. C'est la même chose. Hein. On doit garder des mêmes logiques pour travailler, quels que soient les appareils. Ce qui va conclure donc notre partie sur l'appareillage conventionnel. Et 2 secondes pour activer le deuxième diaporama.